Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, troisième conférence d'un cycle. La dernière fois, j'avais évoqué les médecins et les théories de la médecine dans la comédie humaine, ce qui présentait l'avantage de rester dans un même corpus textuel et dans une même conception générale faite par de ce qu'est la médecine et le rôle qu'il attribue aux médecins dans la société moderne. Aujourd'hui, avec l'époque romantique, ça va être plus disparate, mais ça va présenter l'avantage de vous montrer quelques exemples très significatifs de la manière dont les écrivains de l'époque romantique vont concevoir le médecin comme personnage romanesque et quel rapport ces personnages vont entretenir avec soit la société de leur temps, soit les idées dominantes de ce même temps, soit une vision globale de ce que pourrait être une société, sinon idéale, en tout cas meilleure que celle dans laquelle on vit. Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Alexandre Dumas, qui, dans un de ses grands cycles romanesques, va accorder une place importante à une figure de médecin, qui donne d'ailleurs son titre à ce cycle, les Mémoires d'un médecin. Vous savez, Alexandre Dumas conçoit son système romanesque en cycle d'historique. Vous avez le cycle des guerres de religion, les 45, la reine Margot, etc. Vous avez le cycle des mousquetaires, donc c'est le cycle du grand siècle. Le cycle 18e siècle, Lumière-Révolution, c'est celui dont on va parler. Et après, il y a un cycle consacré à l'Empire. Autrement dit, une réécriture romanesque de l'ensemble de l'histoire de France moderne. Alors, les Mémoires d'un médecin vont avoir comme personnage de médecin récurrent dans deux des romans la figure de Gilbert, sur lequel on va revenir de manière un petit peu plus précise. Alors, les quatre romans du cycle sont Joseph Balsamo, Le Collier de la Reine, Ange Pitou et La Comtesse de Charny. Parfois, on y adjoint de manière abusive Le Chevalier de Maison Rouge, qui est peut-être un des titres les plus connus des romans de Dumas consacrés à l'époque révolutionnaire, mais qui en réalité n'a pas été conçu par Dumas comme faisant partie de ce cycle, puisque le principe du cycle, c'est que vous avez des personnages reparaissants, tandis que dans Le Chevalier de Maison Rouge, vous n'avez pas de personnages qui appartiennent au cycle des Mémoires d'un médecin. Bon, peu importe. Alors, je vous ai fait un résumé aussi clair et dense que possible de ce qui se passe dans les romans en question. Alors, Joseph Balsamo, c'est également celui qui est connu sous le nom de Cagliostro, donc personnage historique, réel, grand affabulateur devant l'Éternel, mais qui a joui d'un prestige considérable, et dont le nom, effectivement le vrai nom, c'est Joseph Balsamo, qui se faisait passer pour le comte de Cagliostro, mais l'intérêt, c'est que, évidemment, vous voyez très bien que, je vous ai mis le résumé du prologue, qui vous donne la tonalité générale. Le prologue va assigner comme origine de la Révolution française un complot maçonnique. Donc se réunissent tous les chefs de la franc-maçonnerie universelle, et Joseph Balsamo qui se présente comme étant le messie des temps modernes, celui qui prophétise la Révolution universelle, que la France va initier et qui va changer le monde tel qu'il est. Alors à partir de là, dans le premier roman, vous allez avoir trois fils conducteurs. Le premier, lutte du pouvoir entre le parti de la Dauphine Marie-Antoinette et de la du Barry, je passe, ça ne me concerne pas. Mais le deuxième, c'est celui qui nous intéresse, l'amour malheureux de Gilbert, petit paysan ambitieux, pour les belles André de Tavernay, et son roman d'apprentissage qui, dès lors qu'il va suivre André à Paris, va devenir d'abord le jouet de la du Barry, puis va être adopté par son père spirituel, Jean-Jacques Rousseau.
Et on va retrouver Gilbert dans le troisième roman du cycle. Vous devinez aisément que le deuxième roman, Le Collier de la Reine, va se focaliser sur Marie-Antoinette et les intrigues de cour. Et dans Ange Pitou, Gilbert, que l'on croyait mort, je vous passe les détails de l'intrigue, parce que de toute façon on y est encore demain, hein, mais on est dans du roman romanesque à Alexandre Dumas, revient en France après un séjour en Amérique, et en Amérique, eh bien, il s'est révélé comme philosophe, évidemment, disciple de Jean-Jacques Rousseau, mais il est également devenu médecin. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est la combinaison philosophie-médecine. C'est-à-dire que vous êtes devant un des représentants littéraires de ce qu'on appellera le médecin des Lumières. Celui qui n'est pas simplement un scientifique de la médecine, mais qui conçoit la médecine comme faisant partie de l'ensemble conceptuel de la philosophie des Lumières. Être praticien médical, c'est être en même temps celui qui applique les principes de la philosophie des Lumières. Donc voilà pourquoi ce roman d'apprentissage est en même temps, vous le devinez, l'apprentissage philosophique de la médecine. Donc au retour de Gilbert, retour des États-Unis, il va revenir à Paris, je vous passe sur l'intrigue, où il arrive très précisément le 13 juillet 1789, c'est un pur hasard, et ayant été emprisonné à la Bastille, il va être délivré par Ange Pitou, hein, qui donne son nom au roman. On va libérer le docteur Gilbert. Donc vous voyez le lien fictif que Alexandre Dumas établit entre le personnage Gilbert et l'événement Révolution française. Ben, vous retrouvez là le principe dumasien du roman historique, hein, c'est-à-dire faire évoluer des personnages fictifs dans un cadre historique réel, mais attribuer à des personnages fictifs un rôle majeur dans le déroulement de ces éléments historiques eux-mêmes. Ce qui est la loi du roman historique de l'époque romantique, qui soit pratiqué par Balzac, qui soit pratiqué par Alexandre Dumas, qui soit pratiqué par Prosper Mérimée, qui soit pratiqué par tant d'autres. C'est une définition même du genre. Alors, le premier grand extrait que je vous donne, qu'on ne va pas lire dans son intégralité, hein, j'ai focalisé sur un petit passage qui est en gras, mais vous avez une rencontre extraordinaire entre Madame de Staël et Gilbert, et cette rencontre commence par le portrait de Gilbert vu à travers le regard de Madame de Staël. Peu d'hommes avaient le visage formé de lignes aussi pures, et ces lignes avaient pris, par l'exercice d'une volonté toute puissante, un caractère d'extraordinaire inflexibilité. Ces beaux yeux noirs, toujours si expansifs, s'étaient voilés et affermis par le travail et la souffrance, et en se voilant et en s'affermissant, ils avaient perdu cette inquiétude qui est un des charmes de la jeunesse. Un pli profond et gracieux tout à la fois creusé au coin de ses lèvres fines, cette cavité mystérieuse dans laquelle les physionomistes placent le siège de la circonspection. Il semblait que le temps seul et une vieillesse précoce eussent donné à Gilbert cette qualité que la nature n'avait pas songé à mettre en lui. Son front large et bien arrondi, avec une légère fuite qu'arrêtaient ses beaux cheveux noirs, que depuis longtemps la poudre avait cessé de blanchir, renfermait à la fois la science et la pensée, l'étude et l'imagination. À Gilbert ainsi qu'à son maître Rousseau, la saillie des sourcils jetait une ombre épaisse sur les yeux, et de cette ombre jaillissait le point lumineux qui révélait la vie. Gilbert, malgré ses habits modestes, se présentait donc aux yeux du futur auteur de Corinne, sous un aspect remarquablement beau et distingué, distinction dont les mains longues et planches, dont les pieds minces et bien attachés à une jambe fine et nerveuse, complétaient l'ensemble. Bien. Alors ce portrait est tout à fait remarquable, mais si je vous avais pas mis le nom de l'auteur, vous auriez pu penser que c'était un portrait balzacien. Parce que ça obéit exactement au code du portrait balzacien. Mais Alexandre Dumas connaît très très bien les œuvres de Balzac, bien entendu. Qu'est-ce qui est important dans ce portrait? C'est évidemment le rapport évident qui est établi entre la beauté physique et la supériorité intellectuelle. Autrement dit, vous êtes devant un être d'exception. Celui qui allie
la volonté, la beauté, le savoir, celui en qui est lisible la modernité du médecin philosophe. La philosophie qui se lit dans ses traits et le corps qui semble être l'image parfaite du savoir et du progrès et de la philosophie des Lumières. Il est beau parce qu'il est un médecin philosophe des Lumières. Et évidemment, Madame de Staël, très sensible à la beauté masculine, le détail. Donc vous allez avoir une conversation entre Madame de Staël et Gilbert. Alors Madame de Staël, qui elle va être moins bien traitée par le portrait physique, passons là-dessus. Et dans la conversation, la baronne de Staël va montrer qu'elle sait très très bien de quoi il retourne à propos de Gilbert, si vous allez dans le deuxième paragraphe de la page. Donc, science d'autant plus remarquable, d'autant plus pleine d'intérêt, surtout, continue la baronne, qu'il paraît, monsieur, que vous n'êtes pas un chimiste ordinaire, un praticien comme les autres, et que vous avez sondé tous les mystères de la science et de la vie. Monsieur le marquis de Lafayette vous aura dit, je le vois bien, madame, que j'étais un peu sorcier, répliqua Gilbert en souriant, et s'il vous l'a dit, je lui sais assez d'esprit pour vous l'avoir prouvé s'il l'a voulu. En effet, monsieur, il nous a parlé des cures merveilleuses que vous fîtes souvent, soit sur le champ de bataille, soit dans les hôpitaux américains, sur des sujets désespérés. Vous les plongiez, nous a dit le général, dans une mort factice si semblable à la mort réelle, que parfois celle-ci s'y trompait. Cette mort factice, madame, c'est le résultat d'une science presque inconnue, confiée aujourd'hui aux mains de quelques adeptes seulement, mais qui finira par devenir vulgaire. Alors, vulgaire au sens de répandu, non pas, c'est pas le sens péjoratif que l'adjectif a pris par la suite. Du mesmérisme, n'est-ce pas, demanda Madame de Staël en souriant, qui montre bien ainsi qu'elle connaît. Du mesmérisme, oui, c'est cela. Auriez-vous pris des leçons du maître lui-même? Hélas, Madame, Mesmer lui-même n'était que l'écolier. Le mesmérisme, ou plutôt le magnétisme, était une science antique connue des Égyptiens et des Grecs. Elle s'est perdue dans l'océan du Moyen-Âge. Shakespeare la devine dans Macbeth. Urbain Grandier la retrouve et meurt pour l'avoir retrouvée. Urbain Grandier, est-ce que ça dit quelque chose à tout le monde? L'affaire des sorcières de Loudun, des possédés de Loudun. Au début sous le règne de Louis XIII. Mais le grand maître, mon maître à moi, c'est le comte de Cagliostro. Là, vous retrouvez le lien avec Joseph Balsamo, qui évidemment est, lui, un adepte du mesmérisme, qu'il prétend avoir connu à l'époque des Égyptiens, puisqu'il prétend qu'il est, en fait, il est éternel, qu'il fréquentait déjà l'Égypte ancienne. Ce charlatan, dit Madame de Staël, Madame, prenez garde de juger comme les contemporains et non comme la postérité. À ce charlatan, je dois ma science, et peut-être le monde lui devra-t-il la liberté. Soit, dit Madame de Staël en souriant, je parle sans connaître, vous parlez avec connaissance de cause, il est probable que vous avez raison et que j'ai tort. Mais revenons à vous. Pourquoi vous êtes-vous tenu si longtemps éloigné de la France? Pourquoi n'êtes-vous point revenu prendre votre place parmi les Lavoisier, les Cabanis, les Condorcet, les Bailly, les Louis Bailly, maire de Paris, homme de science? À ce dernier nom, Gilbert rougit imperceptiblement. J'ai trop à étudier, madame, pour me ranger ainsi du premier coup parmi les maîtres. Donc voilà, Gilbert, revenu d'Amérique, détenteur d'une science prodigieuse, ce qui vous montre que le magnétisme est considéré comme une science des Lumières. Vous savez, il y a une vogue du mesmérisme absolument considérable, et que c'est le mesmérisme qui permet de soigner d'une manière nouvelle, et par conséquent, ça se présente comme étant la médecine la plus en pointe de l'époque. Donc voilà le premier portrait de médecin que vous avez dans les œuvres d'Alexandre Dumas. Retenons l'idée centrale, celui qui détient ce type de savoir
devient du même coup un élément clé de la société. C'était déjà présent chez Balzac. Le médecin va devenir à la fois ce qu'on appellera un notable dans la société, mais il va devenir une des figures essentielles de la société moderne. À partir de là, on peut attribuer au médecin tout un ensemble de fonctions dans la société. On peut lui donner un rôle qui est celui éventuellement du réformateur, ce qui va au-delà de celui qui soigne. Souvenez-vous qu'on évoquait le médecin de campagne chez Balzac, c'est le réformateur de la petite société du canton dans lequel il vit, ou on peut lui assigner un rôle politique directement, c'est ce que nous verrons avec Stendhal. Deuxième figure dumazienne, le médecin bienfaiteur. Alors dans un roman que je pense je ne vous ferai pas une injure si je vous dis que vous ne le connaissez probablement pas, ce n'est pas un des romans de Dumas les plus connus, c'est un roman tardif, dont le deuxième tome est paru de manière posthume, donc Création et Rédemption, et donc le premier tome s'appelle Le Docteur Mystérieux. Donc je vous ai donné le résumé, où il est facile de reconnaître une transposition du mythe de Pygmalion. Le docteur Jacques Méret, médecin passionné par les recherches scientifiques et ésotériques, se refuse aux riches, les soigne les pauvres et les animaux, les guérissant même miraculeusement. Il découvre un jour dans une misérable cabane soignée par un bûcheron et sa mère une petite chose complètement désarticulée et muette, une fillette abandonnée de ses parents. Pour Méret, il s'agit là d'un grand défi à sa science, transformer ce tas de chair à peine vivant en une personne. Donc il devient le créateur de cette petite fille. Donc le mythe de Pygmalion transposé dans l'univers contemporain de la médecine. Alors naturellement, elle va devenir amoureuse de son créateur, etc. Va arriver la Révolution française, je passe sur les péripéties, mais je vous rassure, l'histoire d'amour se conclura heureusement. Mais ce qui est tout à fait intéressant, alors vous voyez, je ne vous l'ai pas mis en gras, mais on va regarder un petit peu le portrait du docteur Jacques Méret, où vous allez voir une arrestation. On avait découvert sur sa table de chevet un exemplaire des Mémoires du diable de Frédéric Soulier. Et là, la critique, les journalistes et les critiques littéraires, au premier rang desquels Jules Janin, avaient dit, vous voyez, voilà ce que provoque le roman feuilleton auprès des esprits faibles, par conséquent des lectrices. Je m'attendais à une réaction conclusive. Et donc, disant, il faut interdire les romans feuilletons, et il faudrait autant que possible que les femmes ne lisent pas ce genre d'ouvrage. Parce que ça leur donne des idées diaboliques. Alors c'est une de ces instances où on accuse la littérature d'être la cause ou l'origine de méfaits dans la société. Mais ce n'est pas pour les Mémoires du diable que j'ai choisi Frédéric Soulier, c'est à cause d'un roman qui est Le Magnétiseur, ce qui vous permet de faire le rapport avec Alexandre Dumas et le mesmérisme, pour vous montrer la prégnance du thème du magnétisme dans la littérature romantique. Donc je vous ai fait un petit résumé que vous lirez à loisir de l'apparition du mesmérisme, en insistant sur un point. Le célèbre Franz Anton Mesmer n'est pas simplement un savant et un médecin qui prétend avoir découvert le magnétisme et en faire une cure médicale, mais c'est en même temps quelqu'un qui pense une réforme sociale, puisqu'il a créé en 1784 la Société de l'harmonie universelle, qui est donc très directement liée à sa théorie du magnétisme. Et vous savez que Mesmer organisait des réunions magnétiques, en quelque sorte, autour du célèbre baquet de Mesmer. Vous aviez un baquet en bois rempli d'eau, tout simplement. Il prétendait qu'il y avait plus que de l'eau.
hein, et on plongeait dedans une tige métallique que l'on saisissait à la main. Les gens étaient chacun avec leur tige métallique et ils devaient réagir en même temps. C'est un peu comme les tables tournantes, si vous voulez. Et donc vous aviez des gens qui entraient en transe en touchant, en tenant à la main cette baguette métallique plongée dans le liquide du baquet de Mesmer. C'est pour ça que vous trouverez très souvent l'expression le baquet de Mesmer. Ça vient de là. Donc, parmi les auteurs qui traitent du magnétisme, donc nous avons vu Alexandre Dumas, mais vous en avez d'autres, hein, donc Charles Nodier, hein, avec Jean Bogart, 1818, un roman de jeunesse de Balzac, hein, qui n'est pas dans la comédie humaine, hein, Le Centenaire ou Les Deux Béringuet, 1822. Ça fait partie des romans que Balzac écrit en collaboration avec d'autres, hein, avec des pseudonymes. Hein. Il a eu comme un pseudonyme très intéressant qui était Lord Roune. Alors, R apostrophe H2O-N-E. C'est l'anagramme d'Honoré. Georges Sand, dans Consuelo et la comtesse de Rudolstadt, accorde une grande place. Je ne vous ai pas mis Georges Sand, j'aurais pu vous mettre un extrait de la comtesse de Rudolstadt sur le magnétisme, etc. etc. Hein. Alors, ce qui est intéressant pour les romanciers, c'est qu'évidemment, il y a une aura de mystère. Hein. Il y a une dimension fantastique qu'on peut attribuer au magnétisme, bien entendu, donc grande rentabilité romanesque. Et en plus, chez certains patients, cela déclenchait une certaine fureur érotique, qui évidemment est tout à fait intéressante aussi sur le plan littéraire. Et donc, le magnétisme de Mesmer est assez souvent associé à une sorte de, d'excitation de la libido. Donc vous avez une histoire d'amour et de paternité trahie, sur laquelle je passe. Mais donc Soulier va faire intervenir deux magnétiseurs. Ça a beau s'appeler le magnétiseur, il y en a deux. Le savant docteur Lucet, qui est plus thérapeute que magnétiseur, et le baron de Prémitz, figure énigmatique et sombre, double noir du précédent. Donc, au début du roman, on a une duchesse qui est un petit peu en disgrâce, qui va se faire narrer des expériences de magnétisme, et qui va être tout à fait intéressée et attirée, etc. Et elle va organiser chez elle des séances de magnétisme mesmérien. Bon. Alors, je ne vous relis pas ce que j'ai écrit, hein, vous verrez ça tout à fait à loisir, mais qui vous donne quelle est la ligne directrice et la proposition thématique du roman. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'extrait que vous avez. L'âme, donc le discours du docteur Lucet, donc celui qui est le bon magnétiseur, hein, le chevalier blanc du mesmérisme, par opposition à l'autre. L'âme étant l'agent supérieur de la vie et de toutes ses opérations, produit ses effets en raison des organes qu'elle rencontre, comme un moteur fait marcher une machine en raison des rouages qui la composent. Alors, petit arrêt sur image, ce que vous avez ici, c'est la formulation de deux théories en même temps. Vous avez la théorie de l'homme-machine, qui avait été mise au point par un philosophe des Lumières, le baron d'Holbach, matérialiste athée, donc qui veut absolument évacuer toute dimension spirituelle de l'individu, et qui donc considère que l'organisme vivant fonctionne comme une machine, et que les différents organes sont liés entre eux comme les différents rouages d'une machine. Dès lors, si vous êtes un médecin adepte de cette théorie, vous allez vouloir réparer le vivant, comme on dit, mais en réparant mécaniquement le fonctionnement des organes. Donc ça, c'est une théorie que vous retrouvez ici. La deuxième théorie qui vient se mêler à celle-ci, c'est la théorie organiciste, laquelle ne présuppose pas, au contraire de la théorie de l'homme-machine, l'éviction de la dimension spirituelle ou de l'âme de l'individu, qui se concentre uniquement sur le fonctionnement physiologique de l'organisme et qui déclare que chaque organe étant relié aux autres, si on veut soigner un organe, il faut bien prendre garde à ce que les soins le traitement que vous appliquez à un organe ne viennent pas perturber le fonctionnement des autres. Hein?
Il faut donc avoir une science très subtile de ce rapport organique à l'intérieur de l'individu, d'où la théorie organiciste. Et cette théorie organiciste va être appliquée à l'ordre social. On parlera des théoriciens organicistes de la société. Disons, à l'intérieur d'une société, les différents groupes, les différentes couches sont reliés entre elles de la même manière que les organes sont liés entre eux à l'intérieur du corps. Donc, dans une société, toute agression qui serait subie par un élément de la société va réagir sur tout le reste. Il faut donc penser la société sur un mode harmonique, pour que l'harmonie règne entre les différentes composantes de la dite société. Et cette théorie organiciste aura sa version contre-révolutionnaire. Les contre-révolutionnaires diront qu'ont fait les révolutionnaires. Eh bien, ils ont taillé à vif dans l'organisation sociale, ce qui explique tous les dérèglements qui se sont produits. Et vous aurez sa version progressiste en disant l'ordre social peut parfaitement être rétabli ou établi par par une médecine de la société, une métaphore appliquée à la société de ce que le médecin doit faire pour soigner les corps s'il est adepte de la théorie organique. Donc, ce sont ces deux éléments qui se combinent ici dans le discours du docteur Lucet, ce qui vous explique pourquoi vous avez le mot de machine. C'est une allusion directe aux théories du baron d'Holbach, qu'on appellerait, si vous voulez, l'organicisme radical. Si les rouages sont bons et correspondent bien, la marche sera facile et produira de bons résultats. Alors j'ai dit le baron d'Holbach, il y en a un autre, c'est la métrie. Ce sont les deux philosophes de l'organicisme, de la machine. Si la machine est dérangée, rien n'arrivera à bien, sans que pour cela le moteur en soit moins puissant, moins exigeant, moins entier. L'âme, c'est le moteur. Si les organes sont dans un excellent état, les opérations de l'entendement seront faciles. Si un accident les a ou paralysés ou désorganisés qu'il faut prendre au sens propre, qui aura perturbé le fonctionnement des organes entre eux. L'âme n'en existera pas moins. Vous voyez que Lucet n'est pas du tout un adepte de la théorie de l'homme-machine. Il est un adepte de l'organicisme. Mais agissant sur des organes incomplets, elle ne produira que désordre et folie. Donc, vous vous souvenez qu'à propos des théories médicales, des représentants de différentes théories médicales dans la peau de chagrin, vous en aviez un qui était un adepte de l'organicisme, qui est une des théories principales dans les médecines disons de la première moitié du XIXe siècle. Monsieur a raison, etc. Très bien. Voilà. Donc, je vous ai isolé ce petit passage d'un roman autrement assez touffu, mais pour montrer comment ce médecin est un porte-parole très clair de la théorie organisée. Ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez ça dans un roman feuilleton destiné à un public populaire. Comme quoi le roman feuilleton se donnait aussi comme mission d'éduquer ses lecteurs. Pas simplement de les divertir, de les effrayer, de les transporter d'enthousiasme, etc., etc. Ça a aussi une fonction d'éducation. Et le dernier auteur, c'est Jules Sandeau. Jules Sandeau, vous le connaissez pour la moitié de son nom, Sand, puisqu'il a été un des amants de George Sand, et elle a forgé son nom de plume sur celui de Jules Sandeau, d'où je vous l'ai déjà raconté, une définition savoureuse d'une grille de mots croisés. Elle a coupé son Jules en deux, en 4 lettres, Sandeau. Et Jules Sandeau a également un autre titre de gloire. Il a été le premier écrivain que sa production romanesque n'a pas empêché d'être élu à l'Académie française. Au début des années 1850. Donc c'est un romancier assez prolifique, mais c'est également un auteur de théâtre, c'est également un critique littéraire. Et c'est plutôt parce qu'il était auteur de théâtre et critique qu'il a été élu à l'Académie française. J'ai eu l'occasion de vous dire à plusieurs reprises
que les romanciers sont très très mal vus de l'Académie française, hein, les gardiens du temple, qui considèrent que le roman est une forme vulgaire de la littérature, hein, qu'il ne devrait pas avoir droit de citer, et ce qui fait que au tout début du XXe siècle, hein, vous n'aurez eu que 3 romanciers élus à l'Académie française au cours du XIXe. Hein. Le premier, c'est Jules Sandeau. Après, c'est Georges Honnet, l'auteur de OHNET. On dirait que c'est l'auteur des romans honnêtes. C'est des romans bien pensants, édifiants. Le titre le plus célèbre, c'est Le roman d'un jeune homme pauvre. Et le troisième, c'est Paul Bourget. Ce n'est qu'au XXe siècle que les romanciers vont pouvoir être élus à l'Académie française de manière, je dirais, normale. Hein. Balzac a été recalé 4 fois. Zola 17. Des raisons politiques jouent un certain rôle aussi. Alors donc, dans un roman que dont peut-être vous ne connaissiez pas l'existence, personne ne vous le reprochera, le docteur Herbeau, que j'ai choisi là, encore une fois pour une question de date. Hein. Oui, c'est 1841, le magnétiseur c'est 42, on est vraiment hein, dans cette conjoncture des années 1840. Hein. Donc le médecin amoureux, donc là, le docteur Herbeau, donc le héros éponyme, exerce la médecine dans une petite ville du Limousin, et je crois d'ailleurs que c'est la ville d'où était originaire Raymond Poulidor. Oui. Saint-Léonard de Noblat. C'est un esprit éclairé, comme le disent très souvent les médecins dans les romans, et naturellement, comme on s'ennuie en province, même quand on est médecin, on tombe facilement amoureux d'une de ses patientes. C'est ce qui va arriver, la jeune Louise, mais qui évidemment est mariée, et vous imaginez toutes les difficultés que cela peut entraîner. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est le portrait que vous allez pouvoir comparer aux différents portraits de médecins que nous avons vus depuis le début. C'était bien à coup sûr le plus aimable des docteurs, d'une bonté vraie, d'une humeur facile, d'une naïveté charmante. Naïveté n'est pas à prendre au sens péjoratif, naïveté c'est-à-dire une spontanéité naturelle. Naïveté au XIXe siècle a plus souvent ce sens positif que le sens plus négatif que nous avons aujourd'hui. Dire de quelqu'un qu'il est naïf, on dit il est un peu simplet. Pas du tout au XIXe. Il aimait le chevalier de Parny. Alors, le chevalier de Parny, écrivain de la fin du XVIIIe siècle, célèbre pour quelques poésies érotiques, mais au sens classique du terme, c'est-à-dire la célébration de l'éros, une poésie sur l'amour. Citez volontiers Horace, recherchez la société des femmes, ce qui va très bien avec Horace et avec Parny, et jouissez auprès du beau sexe d'une réputation de galanterie qui aurait pu justifier la jalousie d'Adélaïde s'il avait porté dans ses mœurs une austérité qui eût fait honneur à un esprit nourri de lecture moins profane. Je ne dirai rien de son habileté pratique. Ses clients ne s'en plaignaient pas. Il tuait les uns, guérissait les autres, et tout le monde était content. Sans rivaux, sans confrères, il régnait seul à Saint-Léonard. À la ville et aux alentours, on ne vivait, on ne mourait que par le docteur Herbeau. Aussi, quelle existence occupée que la sienne. Donc, deuxième extrait, il rend visite à Madame Ricquemont, donc la belle Madame Ricquemont qui est l'épouse de la jeune Louise. Hein. Il venait de visiter Madame Ricquemont, mariée depuis 2 ans, et depuis 2 ans affligée d'un mal qui déroutait tout l'art du docteur. C'était à vrai dire un mal étrange, qui n'avait pas de nom, résistait à tous les remèdes, changeait chaque jour de place, de symptômes et de nature, mettait en défaut tous les systèmes et faisait tourner la cervelle du cher Aristide. Aristide, qui avait probablement lu dans Hippocrate qu'il vaut mieux dire une sottise que confesser son ignorance, avait fini par déclarer que Madame Ricquemont était affectée d'une gastrite passée à l'état chronique, et depuis 2 ans, il la traitait en conséquence.
M. Riquemont prétendait que sa femme avait des vapeurs et ne s'en souciait pas autrement. Donc, cette gastrite, en fait, tout le monde a compris, c'est une insatisfaction de la jeune épouse, mariée à un époux peu empressé, comme on disait dans les romans du XIXe siècle, et vous imaginez quel type de guérison on peut envisager pour que cette gastrite disparaisse comme par enchantement. Donc voilà le dernier médecin sur lequel les points de comparaison avec le docteur Gilbert, de Joseph Balsamo et de Ange Pitot. Donc il porte les cheveux courts et sans poudre, c'est un détail que nous avions déjà à propos de Gilbert, marque de la coupure avec la dignité aristocratique, se présenter dans toute la simplicité et la vérité de la nature, se présenter tel qu'on est, sans après, et les cheveux du jeune docteur étaient ondés par la nature, mieux que n'eût pu le faire le talent du plus habile coiffeur. Personne ne remarquait que ses cheveux du plus beau noir. Gilbert avait naturellement les cheveux noirs dans la typologie des personnages de romans de l'époque romantique. Pour les hommes, c'est un signe de volonté forte. Les cheveux blonds, ça désigne plutôt le poète, qui peut être un poil efféminé. Mais les cheveux noirs égalent la volonté. Encadrait admirablement un visage pâli par l'éveil, dont les traits fermes et sévères indiquaient surtout l'application à l'étude. Vous aviez ça avec Gilbert. Donc, donc on s'interroge sur ce docteur mystérieux. On l'accusait d'être en communication avec les mauvais esprits, et sans doute l'étiquette n'était point la même dans le monde nocturne que dans le nôtre, mais ces soupçons de magie reposaient surtout sur des cures vraiment merveilleuses. Gilbert lui guérissait presque miraculeusement, que le jeune médecin avait opéré par des moyens d'une simplicité extrême. Beaucoup de malades condamnés et abandonnés par les autres praticiens avaient été sauvés par lui en si peu de temps que les bienveillants criaient au miracle et que les ingrats et les curieux criaient au sortilège. Or, comme il y a plus d'ingrats et d'envieux que de bienveillants, le docteur avait pour ennemis non seulement presque tous ceux à qui il avait fait du tort comme concurrents, mais encore tous ceux qui l'avaient soulagé, secouru, guéri comme malade, et le nombre en était grand. Vous voyez, le parallèle est ici tout à fait évident pour ce qui est du portrait physique. Donc, qu'est-ce qui distingue le docteur Méret du docteur Gilbert? C'est que le docteur Méret a une conscience sociale nettement plus affirmée, car il est le médecin des pauvres. C'est ce que vous avez, c'est un type de médecin littéraire que vous aurez de manière récurrente tout au long du XIXe siècle. Le médecin des pauvres, autrement dit, celui grâce auquel une forme d'égalité sociale peut se reconstituer. Les pauvres ont droit aux mêmes soins que les riches. Ayant droit aux mêmes soins que les riches, ils ont la même dignité que les riches, donc vous êtes dans l'idéal des Lumières, où les individus sont considérés comme étant à parité. Et le médecin, par son action, est en quelque sorte celui qui applique cet idéal social et philosophique, et évidemment aussi d'une certaine façon politique, des Lumières. Le médecin du XIXe siècle, lorsqu'il est le médecin des pauvres, est un héritier direct de la Révolution française et de la pensée des Lumières. À tel point d'ailleurs que les romanciers n'auront même pas besoin de faire le rapport explicitement. Le lecteur de l'époque le comprend tout de suite. De la même manière qu'il comprendra souvent, alors ce n'est pas le cas ici, mais dans d'autres romans, médecin égale matérialiste. C'est-à-dire quelqu'un qui est opposé à l'emprise de la religion. Ce qui fait qu'il suffira assez souvent chez certains auteurs de dire que le médecin est un sceptique bienveillant, tout le monde aura compris. Il est en réalité au mieux agnostique et le plus souvent athée. Ça deviendra une sorte de lieu commun, de poncif de la littérature,
que d'identifier le médecin à cette position philosophico-religieuse. Donc je passe sur la reste, vous le reste vous lirez à loisir. Troisième docteur dumasien, qui là a un rôle secondaire, mais il est tout à fait intéressant, c'est le docteur d'Avrigny dans le Comte de Monte Cristo, qui va se rendre dans l'hôtel de Villefort. Villefort, c'est un des personnages abominables qui ont envoyé Edmond Dantès dans la prison du château d'If, des comploteurs qui seront punis comme il se doit. Et Villefort va avoir un châtiment considérable, puisque son fils va mourir, sa femme va se suicider, et lui va sombrer dans la folie. Donc le tableau est complet. Mais le médecin d'Avrigny, en se rendant dans la maison de Villefort, va opérer un diagnostic. Alors, c'est intéressant parce que vous allez avoir le détail du diagnostic et de l'expérience chimique faite par le docteur pour prouver l'empoisonnement. Alors c'est ce que vous avez à partir de « Regardez », dit-il au procureur du roi, dont le cœur battait si fort qu'on eût pu l'entendre, « voici dans cette tasse du sirop de violette, et dans cette carafe le reste de la limonade dont M. Noirtier et Barrois ont bu une partie. Si la limonade est pure et inoffensive, le sirop va garder sa couleur. Si la limonade est empoisonnée, le sirop va devenir vert. Regardez !» Le docteur versa lentement quelques gouttes de limonade de la carafe dans la tasse, et l'on vit à l'instant même un nuage se former au fond de la tasse. Ce nuage prit d'abord une nuance bleue, puis du saphir il passa à l'opale, et de l'opale à l'émeraude. Arrivé à cette dernière couleur, il s'y fixa, pour ainsi dire. L'expérience ne laissait aucun doute. Le malheureux Barrois a été empoisonné avec de la fausse angusture et de la noix de Saint-Ignace, que j'avoue ignorer ce que c'est, peu importe. Dit maintenant j'en répondrai devant les hommes et devant Dieu. Villefort ne dit rien, mais il leva les bras au ciel, ouvrit des yeux hagards et tomba foudroyé sur un fauteuil. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est évidemment le triomphe de la preuve par la science, de la preuve par la chimie. Quelque chose d'irréfutable qui vient dessiller les yeux de Villefort, qui comprend toutes les abominations qui ont pu se produire, et qui montre que la science médicale est en même temps une science qui permet de dévoiler le crime. La médecine peut devenir l'allié de la justice. Vous êtes ici dans les prémices de ce qu'on appellera plus tard la police scientifique. C'est assez remarquable, milieu des années 40-50, au 19e siècle. Bon. Donc voilà pour Dumas. Donc résumons sur Alexandre Dumas. Dumas donne au médecin une stature privilégiée en faisant un tenant des Lumières et quelqu'un dont le rôle dans la société est devenu un rôle essentiel. Autrement dit, l'histoire moderne ne peut plus se concevoir sans que le médecin n'y occupe une place qui peut être déterminante. La promotion du médecin est un des signes du triomphe de la Révolution française. Je disais tout à l'heure qu'un des rôles qui peut être assigné au médecin, c'est un rôle politique. C'est ce que nous allons voir avec Stendhal. Alors Stendhal, dans Lucien Levesque, va donner un rôle directement politique à un médecin, et dans La Miel, va lui assigner le rôle d'initiateur de l'héroïne La Miel. Alors La Miel, c'est un roman tout à fait intéressant, resté inachevé, qui est un des seuls romans d'apprentissage au féminin du XIXe siècle. L'autre grand roman d'apprentissage au féminin, c'est Consuelo de George Sand. Et alors je vous ai mis l'intrigue de La Miel, qui se termine dans une sorte de catastrophe finale où La Miel va incendier le palais de justice pour venger son amant, et elle meurt dans cet incendie. Je vous laisse lire cela à loisir, mais
le parcours de la miel, l'initiation de la miel, commence par un médecin, le docteur Sans-Fin. Docteur Sans-Fin, qui est un médecin de province, puisque l'intrigue commence à Carby, en Normandie, et où Sans-Fin va combiner d'abord un aspect que nous avons trouvé chez Alexandre Dumas et un aspect original sur lequel on va s'attarder un petit peu. Quel est l'aspect commun avec les médecins dumasiens? Regardez, c'est dans le 3e paragraphe, que ce docteur Sans-Fin, cet original, qui pouvait avoir 25 ou 26 ans en 1830, s'était fait médecin pour apprendre à se soigner. Il s'était fait chasseur pour paraître toujours armé aux yeux des gens du village qui auraient été tentés de se moquer de lui. Autrement dit, comment est-ce qu'un médecin va se positionner dans le milieu social où il est obligé d'évoluer? Alors, vous aviez tout à l'heure le médecin de Création et Rédemption qui était haï de tous ceux à qui il avait, en quelque sorte, enlevé les patients et les autres médecins, et même haï de ceux qu'il avait soignés. Eh bien, celui-ci prend une position nettement plus offensive pour se poser, pour se positionner. Il n'eût pas fait de sottise, ni même eût pu passer pour un homme d'esprit s'il eût été sans bosse, mais ce malheur en faisait un être ridicule, et donc, outre le fait qu'il veut se défendre des autres, il veut se défendre des moqueries que son infirmité physique peut lui causer. Par ailleurs, en province, il se livre à une provocation insupportable, en tout cas dans la province stendhalienne, c'est-à-dire le goût du paraître, puisqu'il fait venir ses habits de Paris, et par une prétention vraiment insupportable pour un bourg normand, il avait pris pour domestique un coiffeur de la capitale, et il ne voulait pas qu'on se moquât de lui. Donc, l'original. Alors là, vous avez donc une nouvelle figuration du type littéraire du médecin, l'original. Celui qui veut se distinguer par quelque moyen que ce soit. Du fait de la notoriété nouvelle du médecin en littérature, naturellement, un certain nombre d'écrivains vont vouloir lui attribuer une spécificité qui est celle de trancher par rapport au commun des mortels, autrement que par son savoir, son dévouement, son efficacité professionnelle. Il faudra qu'il soit également celui qui ne ressemble pas aux autres, qui ne veut pas se fondre dans le milieu où il évolue. Là, vous en avez un exemple tout à fait probant, c'est-à-dire que très souvent, les héros stendhaliens se distinguent par leur grandeur d'âme, par leur élévation sublime, par leur physique, comme Julien Sorel ou Fabrice Del Dongo. Et ici, c'est exactement l'inverse. C'est justement parce qu'il est laid, qu'il est contrefait, qu'il veut absolument se distinguer. Mais chez Stendhal, les héros sont toujours des originaux, sont toujours des personnages qui tranchent, qui s'opposent, qui se distinguent. Alors, ce docteur, qui a aperçu donc cette jeune Lamiel, cette orpheline qui a été adoptée par la famille des Autemars, le docteur se dit, il faut que j'entreprenne deux choses. Me faire aimer de Lamiel, qui a 17 ans bientôt et sera charmante quand je l'aurai déniaisée, me rendre, si nécessaire, à cette grande dame, donc Madame de Autemars, la mère adoptive, qui a de beaux traits et est encore fort bien, malgré ses 52 ans, afin qu'elle se résolve, après un combat de quelques mois ou d'un an, à épouser de la main gauche le médecin de campagne disgracié par la nature. Bon. Alors vous voyez ici comment Stendhal reprend de manière plus comique le programme que Julien Sorel s'était fixé dans le Rouge et Noir. Il faut absolument que je séduise Madame de Rênal. Si je veux être quelque chose ou quelqu'un, il faut que la forteresse Madame de Rênal tombe. Eh bien ici, là, il faut faire tomber une forteresse ennemie, si j'ose dire. La mère adoptive et la jeune fille. Comment séduire? Si la nature m'a donné une triste enveloppe, je sais manier la parole et me rendre maître de l'opinion des sots. Et même, ajouta-t-il avec un sourire de satisfaction, de l'opinion des gens d'esprit.
Car enfin, cette duchesse n'est point de mal sous ce rapport. Elle a un tact admirable pour le ridicule et les affectations, seulement elle ne raisonne pas, ainsi que tous les gens de sa classe. Le raisonnement, n'admettant pas de plaisanterie, lui semble une tristesse horrible. Et quand par hasard elle veut raisonner et arrive à une conclusion qui me déplaît, je puis toujours détruire tout raisonnement par un mot d'esprit piquant. Quant à moi, je sais travailler. Pour devenir député, j'aurais à étudier quelque peu d'économie politique et à lire les titres de quelques centaines d'ordonnances administratives. Eh bien, qu'est-ce que cela au prix de l'étude de 3 ou 4 maladies? Lors de mes premiers essais à la tribune, ma bosse m'empêchera d'être envié. À quoi bon courir en Amérique? Mon pays m'offre la situation qui me convient. Il faut que Madame de Miocins ait un salon considéré à Paris et que ce salon réponde de moi à la bonne compagnie. Par Monsieur le cardinal archevêque, je puis me faire agréer de la congrégation, donc la congrégation jésuite, hein, on est sous la Restauration. Ces 2 belles préparations achevées, la porte m'est ouverte, c'est à moi d'entrer, si j'ai assez de vigueur dans les jambes. En attendant, il faut m'amuser. Pendant que je vais suivre ce grand dessein, il faut me donner les prémices du cœur de cette jeune fille. Le programme de l'ambitieux. Le programme de l'ambitieux stendhalien sur le mode cynique, qui diffère du programme de l'ambitieux type Julien Sorel. Hein. Vous voyez que nous sommes ici dans quelque chose qui va devenir le roman d'apprentissage de Lamiel, hein, me donner les prémices du cœur de cette jeune fille, de la jeune Lamiel, mais qui est en quelque sorte un divertissement, un amusement préalable au beau programme d'ascension sociale que se donne le docteur sans fin. Et qu'est-ce que vous constatez ici? Que le médecin ne va pas chercher à gravir les échelons par le savoir médical, mais par le savoir social de la conversation, par la maîtrise du discours. Autrement dit, il n'est même plus besoin pour le médecin d'utiliser l'arme médicale pour s'imposer. On a, si j'ose dire, un médecin démédicalisé dans la mienne. Mais il va quand même utiliser en partie, il va prendre un prétexte médical pour parvenir à toutes ces belles choses, sans fin figurer pendant plusieurs mois la prétendue maladie de la miel, comme l'origine du peu de réel qu'il y avait dans cette indisposition fort simple était l'ennui, sans fin sacrifier toute chose au désir d'amuser la malade. Mais il fut étonné de la clarté et de la vigueur de cet esprit si jeune. La tromper était fort difficile. Bientôt la miel fut convaincue que ce pauvre médecin d'une figure aussi burlesque était le seul ami qu'elle eût au monde. En peu de temps, par des plaisanteries bien calculées, sans fin réussit à détruire toute l'affection que le bon cœur de la miel avait pour sa tante et son oncle au-delà. Bien. Donc, ce qui n'aurait dû être qu'un amusement préalable à la grande entreprise de séduction de la femme de 52 ans va devenir la préoccupation principale du docteur Sans. Je voulais parler un peu, et vous voyez ici que, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un des aboutissements logiques dans la littérature romanesque de l'époque, le médecin amoureux, que, évidemment, sa profession apporte quelques facilités pour rencontrer des dames, et qui, sans en profiter de manière absolument vulgaire et immédiate, peut très bien ne pas résister au charme de ces dites patients. Donc, que le médecin soit devenu d'un côté un notable, important dans la société de son époque, ou qu'il soit devenu un type d'amoureux, vous avez là 2 recettes idéales pour écrire des romans sur le médecin au XIXe siècle. Je vous remercie. Si nous avons quelques questions, je peux essayer d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Non. Oui. Non. Le docteur Sanson ou le docteur du Poirier dans Lucien Leven, le médecin intrigant politique,
Peut-être, mais Stendhal a une sorte de prédilection mauvaise pour les personnages intrigants. Là, vous en avez une version un peu noire, un peu détestable. Vous en avez une version idéalisée, positive, avec le comte Mosca dans La Chartreuse de Parme, qui est le politicien machiavélique par excellence, qui a toute la finesse florentine qui convient et qui est un remarquable intrigant politique, mais qui est sauvé du point de vue stendhalien parce que c'est un amoureux. Par conséquent, tout personnage stendhalien qui s'est atteint au sublime de l'amour-passion ne peut pas être mauvais. Quand bien même serait-il un intrigant remarquablement doué, comme le comte Mosca. Mosca en italien, la mouche. D'autres questions? Oui? Je sais pas ce qui s'est passé, ça a fait sauter mon enregistrement. Justement, parce qu'on n'est pas dans des romans manichéens où tout est blanc, où tout est noir. Non, mais c'est aussi, comme on le disait, c'est tout à fait conforme je dirais, au tableau des idéologies de l'époque, où ce sont d'abord les légitimistes et les contre-révolutionnaires qui dénoncent dans la monarchie de Juillet un régime qui est infiniment plus défavorable au peuple que ne l'était, disent-ils, la Restauration. Donc c'est un angle d'attaque qui ne sera pas d'ailleurs sans une certaine efficacité au cours de la monarchie de Juillet. Et quand on lit les théoriciens contre-révolutionnaires, on voit qu'un de leurs arguments pour dénoncer les conséquences de la Révolution, c'est de dire, depuis la Révolution, le peuple vit plus mal qu'avant. Alors qu'elle a été censément faite en son nom. Donc ce sont les... Karl Marx qualifiera les positions, par exemple, d'un Louis de Bonald, de socialisme féodal. C'est admirable comme forme. En disant, ils ont déjà une pensée socialiste, mais évidemment, comme ils sont emprisonnés dans leur idéologie contre-révolutionnaire, ça ne peut pas marcher. Mais ils ont pointé quelque chose de tout à fait juste, exactement comme Balzac le fait, qui lui-même est un adepte des positions contre-révolutionnaires après 1830. Voilà. Donc voilà pourquoi Stendhal va placer cet argument assez incisif dans la bouche d'un personnage détestable. Parce qu'un personnage détestable peut parfois dire la vérité, chez Stendhal comme chez d'autres. D'autres questions? Non? Écoutez, donc je vous donne rendez-vous, comme vous le savez, non pas ici, mais dans la salle Maubert, oui dommage, dans la salle Maubert le 14 décembre, où là j'aborderai tout un ensemble qui commencera avec, évidemment, Flaubert. Flaubert et la médecine, et on verra là aussi encore quelques textes qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, je vous remercie. Étant donné ce que la miel va éprouver pour lui. Donc c'est le médecin qui va initier la miel à la vie. Et là vous avez quand même une configuration tout à fait singulière. Le médecin comme initiateur. Chez Balzac, quels sont les initiateurs? D'abord ce sont les initiatrices. Ce sont les femmes qui initient les jeunes gens à la vie mondaine, en même temps qu'à la vie sexuelle. Ou alors, ça va être l'initiateur pervers, pervertisseur, comme Vautrin. Et bien là aussi, vous avez un initiateur pervers qui veut faire de la miel sa chose, et qui est médecin. C'est-à-dire quelqu'un qui va se comporter comme les initiateurs pervers grâce à sa position de médecin. Eh bien, ça y est, maintenant, je dirais, votre panorama est complet. Nous avions le plus souvent de bons médecins, des personnages positifs. Et pour que le tableau soit complet, il nous faut des personnages négatifs. Il nous faut des héros, des anti-héros médecins. Preuve, s'il en était,
de l'importance et de la notoriété du médecin dans le personnel romanesque des romans de l'époque romantique. Pour que le médecin soit véritablement au centre ou occupe dans une intrigue un rôle important, il faut qu'il soit romanesquement suffisamment malléable pour occuper toutes les positions et avoir toutes les fonctions morales ou immorales. Ce qui va se confirmer avec Lucien Leven, où là vous avez la figure stendhalienne du médecin politique, le docteur Dupoirier. Là vous êtes encore en présence d'un roman inachevé, Lucien Leven, et vous voyez que ce sont des romans quasi contemporains. Lamiel et Lucien Leven ont été écrits à peu près dans les mêmes années. Ils ne sont pas parvenus au même terme d'achèvement. Nous, on sait quel était le dénouement qui avait été prévu pour Lucien Leven. En réalité, Stendhal n'avait plus beaucoup de pages à écrire, mais bon, il abandonne le roman, c'est une pratique très fréquente chez lui. Pour Lamiel, il en avait un petit peu plus à écrire, mais on sait comment ça devait se terminer aussi, puisque je vous l'ai mis dans le résumé de l'intrigue. Alors, dans Lucien Leven, que se passe-t-il? Le héros éponyme, Lucien Leven, qui a été chassé de l'école polytechnique pour avoir tenté de participer à l'insurrection de 1834, sous la monarchie de Juillet, a le bonheur d'avoir un père extrêmement riche et extrêmement compréhensif, qui lui pardonne le fait d'avoir été chassé de Polytechnique, et qui lui dit en substance, oh, au fond, pour toi, c'est une magnifique occasion, tu vas pouvoir faire ta vie autrement. Je vais t'acheter un grade d'officier dans un régiment. Et il devient lieutenant dans un régiment qui va aller à Nancy. Alors, chez Stendhal, l'exil provincial est évidemment une catastrophe absolue. On ne saurait vivre que dans deux endroits au monde, en Italie ou à Paris. En dehors de cela, on est dans tout ce qui est désespérément morne. À Nancy, Lucien Leven se demande, mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut bien faire? La vie parisienne est bien loin. Et donc il va entrer dans la société aristocratique légitimiste de Nancy pour s'y distraire. Mais là, comme toujours chez Stendhal, va se produire l'illumination, l'éclair, l'événement décisif. Il va rencontrer la femme de sa vie, Madame de Chasteler, belle aristocrate, encore très jeune, qui a évidemment l'énorme avantage d'être veuve, autour de laquelle les jeunes gens du milieu légitimiste tournent sans aucun succès. Elle s'appelle Chasteler parce qu'elle a l'air chaste. Et Lucien Leven, évidemment, va s'éprendre d'elle. Elle, sans s'en rendre compte, va s'éprendre de lui. Le couple idéal va ainsi se former et à la fin du roman, fin non écrite, ils se rendent tous les deux en Italie. Voilà, vous avez gagné. Donc voilà l'intrigue amoureuse de Lucien Leven. Mais dans la partie nancéenne du roman, il va y avoir la sinistre figure du docteur Dupoirier. Pourquoi? Parce que le docteur Dupoirier, qui est un roturier, il s'appelle Dupoirier, mais il n'appartient absolument pas à la noblesse, est idéologiquement légitimiste. Et donc il fréquente ce milieu de l'aristocratie légitimiste de Nancy. On vitupère, on exècre Louis-Philippe, l'usurpateur, l'abominable Orléans, et on célèbre Henri V, c'est-à-dire le duc de Bordeaux qui deviendra le comte de Chambord, le fils posthume du duc de Berry, assassiné en 1820, mais qui, pour les légitimistes, est considéré comme étant l'héritier légitime du trône de France, et qui est reconnu par eux comme étant Henri V. C'est pour ça qu'on les appelle les henriquinquistes. Quand vous voyez les henriquinquistes dans un texte de l'époque, c'est eux que ça désigne.
Et Dupoirier se dit, ce jeune homme a l'air très très intéressé par les jeunes femmes de notre société, en particulier Madame de Chastelair, nous allons essayer de le faire rentrer chez nous, dans notre milieu politique. Nous allons le convertir au légitimisme. C'est pourquoi Lucien Leven n'a absolument avec lequel il n'a aucune affinité. Mais Lucien Leven, qui s'ennuie, s'amuse. Et puis ça lui permet d'aller très souvent dans les salons aristocratiques où il rencontre Madame de Chastelair. Donc de ce point de vue-là, c'est tout bénéfice. Voir la femme qu'on aime et s'amuser. Que peut-on rêver de mieux? Donc Dupoirier va intriguer pour essayer de convertir Lucien Leven au légitimisme. Et quand ça ne marchera pas, il intriguera d'une autre façon pour séparer Madame de Chastelair et Lucien Leven, devenus irrécupérables politiquement, en faisant croire, au cours d'une mise en scène absolument sordide, que Madame de Chastelair accouche d'un enfant illégitime. Il s'arrange pour que Lucien Leven soit le témoin d'une fausse scène d'accouchement. Et évidemment, Lucien Leven va s'interroger gravement, mais il comprendra très très vite qu'il n'en était rien, etc., etc. Donc vous voyez, le personnage de Dupoirier est un personnage tout à fait sinistre, et ce que vous allez avoir dans l'extrait numéro 1, c'est le portrait de Dupoirier, que je n'ai pas mis en gras, mais c'est peu importe. Dupoirier pouvait avoir 50 ans. Ses traits étaient grands et fort prononcés. Deux petits yeux gris verts, fort enfoncés dans la tête, s'agitaient, se remuaient avec une activité étonnante et semblaient lancer des flammes. Il faisait pardonner une longueur étonnante au nez qui les séparait. Dans beaucoup de positions, ce nez malheureux donnait au docteur la physionomie d'un renard alerte. C'est un désavantage pour un apôtre. Ce qui achevait la ressemblance, dès qu'on avait le malheur de l'apercevoir, c'était une épaisse forêt de cheveux d'un blond fort hasardé qui hérissait le front et les tempes du docteur. Au total, on ne pouvait oublier cette tête une fois qu'on l'avait vue. À Paris, elle eût peut-être fait horreur aux sots. En province, où l'on s'ennuie, tout ce qui promet une sensation est reçu avec empressement, et le docteur était à la mode. Il avait une contenance vulgaire, et pourtant une physionomie extraordinaire et frappante. Quand le docteur croyait avoir convaincu son adversaire, et dès qu'il parlait à quelqu'un, il avait un adversaire à convaincre et un partisan à gagner, ses sourcils se relevaient d'une façon démesurée, et ses petits yeux gris ouverts comme ceux d'une hyène, on est passé du renard à la hyène, semblaient prêts à lui sortir de la tête. Même à Paris, se dit Lucien, cette physionomie de sanglier, renard, hyène, ce fanatisme furieux, ces façons impertinentes, mais pleines d'éloquence et d'énergie, le sauverait du ridicule. C'est là un apôtre, c'est un jésuite. Et il le regardait avec une extrême curiosité. Alors, retenons deux choses. Personnage marqué par l'énergie, personnage marqué par l'éloquence, qui viennent en quelque sorte, sinon effacer, en tout cas minimiser son aspect physique plutôt inquiétant, mais qu'il faut prendre en considération parce qu'on comprendra très bien que l'éloquence va être au service d'une thèse politique abominée par Stendhal, d'une part, et d'une énergie dévoyée. Stendhal est un roman, et au même titre que Balzac, est un romancier de l'énergie. Julien Sorel est un personnage de l'énergie et de la volonté. La question fondamentale que Stendhal pose à propos de l'énergie de ses héros, c'est quel emploi va-t-il en faire? Va-t-il se consacrer à quelque chose qui soit valorisé aux yeux du système stendhalien, c'est-à-dire la passion amoureuse, ou va-t-il se consacrer à des intrigues basses, viles, malveillantes? Donc, vous voyez, ce portrait de Dupoirier est tout à fait décisif pour situer le personnage. Pendant ces réflexions, le docteur abordait la plus haute politique. On le voyait entraîner. Il fallait abolir les partages du patrimoine à la mort du père de famille. Donc, la loi révolutionnaire du partage égalitaire du patrimoine. Grand sujet pour
les contre-révolutionnaires et les légitimistes. Il faut revenir au droit d'aînesse. Il fallait avant tout rappeler les jésuites. Quant à la branche aînée, il n'était pas légitime de boire un verre de vin en francs jusqu'à ce qu'elle fût rétablie dans sa chose, c'est-à-dire aux Tuileries, etc., etc. Rien n'était dit par M. Dupoirier pour adoucir l'éclat de ces grandes vérités ou pour ménager les préjugés de son adepte. Quoi, dit tout à coup le docteur, vous, homme bien né, avec des mœurs élégantes, de la fortune, une jolie position dans le monde, une éducation délicate, vous vous jetez dans l'ignoble juste milieu? Vous vous faites son soldat, vous ferez ses guerres, non pas la guerre véritable, dont même les misères ont tant de noblesse et de charme pour les cœurs généreux, mais la guerre de maréchaussée, la guerre de tronçon-chou, contre de malheureux ouvriers mourant de faim, pour vous l'expédition de la rue Transnonain et la bataille de Marengo. Alors là, c'est une phrase absolument remarquable, parce que c'est exactement ce que pense Stendhal. C'est ce qu'il pense de la monarchie de Juillet, c'est ce qu'il pense de la répression menée par la monarchie de Juillet justement contre les émeutes et contre le traitement infligé au peuple et singulièrement à la population ouvrière par le régime de la banque et de la finance qui est celui instauré par la Révolution de Juillet. Et là, vous avez quelque chose de tout à fait remarquable sur lequel j'insiste, c'est que dans au moins les premières années de la monarchie de Juillet, nous sommes là en 34-35, les contre-révolutionnaires, dans leur critique de la monarchie de Juillet, ont une position sociale. La monarchie, ils affectent de prendre le parti du peuple contre la monarchie de Juillet. Et vous en avez ici l'illustration par les propos du docteur Dupoirier. Donc, à quoi se livre le docteur Dupoirier? À une entreprise de séduction. Il veut séduire Lucien Levesque par le discours, par son éloquence, et il compte en particulier sur cet argument-là, puisque Lucien Levesque est lieutenant, encore une fois, je vous le rappelle, et le docteur Dupoirier sait très très bien que Lucien Levesque a été renvoyé de l'école polytechnique parce qu'il s'est battu contre le régime de la monarchie de Juillet. Et donc, il veut lui montrer que s'il devait faire une carrière militaire, ce serait une carrière dans une armée de guerre civile, et non pas dans une armée héritière, par exemple, de l'épopée napoléonienne. D'où la rue Transnonain, vous savez, c'est un épisode célèbre, où justement c'est en 1934, je crois, où des soldats pénètrent dans un appartement à l'occasion d'une émeute ouvrière et ils vont tuer tout le monde dans cet appartement. Ça a été une affaire considérable qui a été notamment peinte, racontée, etc. Qui est une tâche sur le régime de la monarchie de Juillet. Donc, la répression de la rue Antonin, c'est le seul maringot que vous pouviez espérer en tant que soldat de Louis-Philippe. L'argument peut porter. Et le docteur le sait très très bien. Donc, dans l'extrait 2, vous voyez, et réflexion de Lucien Levesque, et ce que va se dire encore le docteur à ce moment-là, tout ce machiavélisme si joli n'est heureusement que du bavardage, et l'ironie qui est dans ses discours n'a pas encore pénétré dans son âme, nous en viendrons à bout, il faut le faire amoureux de quelqu'une de nos femmes. Ce qui ne sait pas, c'est que c'est déjà fait. Et donc, il va essayer de le convaincre justement de tous les attraits que peut présenter la bonne compagnie des jolies femmes de Nancy. Prenons pour exemple ce que nous connaissons, car c'est là toujours la marque la plus sûre. Voyons de près les intérêts des familles nobles de Nancy. Un coquin, pense à Lucien, qui a évidemment lu dans son jeu. Bientôt le docteur en fut à lui répéter que Madame de Sauve d'Auquincourt était la femme la plus séduisante de la ville, qu'il était impossible d'avoir plus d'esprit que Madame de Puylaurens, qui avait brillé jadis dans la société de Madame de Duras à Paris. Puis le docteur ajouta, d'un air bien plus sérieux, que Madame de Chastelaire était un fort bon parti, et il se mit à détailler tous ses biens. Alors il se trouve que Madame d'Auquincourt sera follement amoureuse de Lucien, mais n'aboutira à rien. Elle est qualifiée par le narrateur stendhalien de
cette tête folle de Madame d'Aucuncourt. Pourquoi tête folle? Parce qu'elle se jette comme une passionnée, pratiquement dans les bras de Lucien Levay. Une magnifique figure, Madame d'Aucuncourt. Donc vous voyez, hein, ce traitement du médecin chez Stendhal, pour lequel la médecine ne joue qu'un rôle tout à fait secondaire. Hein. Le médecin, ici, est vu comme une figure soit d'initiateur pervertisseur, soit comme une figure politique, ce qui au fond est peut-être la même chose pour Stendhal. Donc, vous voyez très très bien comment l'époque romantique déploie tout un éventail de types romanesques de la figure du médecin. Et peut très bien ne pas avoir du tout besoin de recourir aux détails de la profession même du médecin. Peu importe, il est devenu une figure incontournable de la société du roman. Alors passons maintenant à quelque chose qui va encore plus loin. Donner au médecin la fonction d'analyse de la société contemporaine, de poser un diagnostic non pas des maladies des individus, mais un diagnostic sur le mal du siècle. Et ça, c'est Vigny qui l'accomplit dans un roman qui s'intitule Stello, où vous avez un personnage qui s'appelle le Docteur Noir, c'est son nom, et le chapitre du roman Stello s'appelle La première consultation du Docteur Noir, Stello ou les Diables Bleus. Alors, les Diables Bleus, c'est une traduction littérale de Blue Devil en anglais, c'est-à-dire une mélancolie particulièrement prononcée. L'expression a disparu par la suite, mais elle se trouve dans la littérature anglaise. Donc, le jeune poète Stello, hein, vous savez que Vigny a souvent mis en scène la figure du jeune poète, du jeune poète victime de la société, victime des préjugés, victime d'un monde dans lequel l'art n'a plus sa place, etc. Il a écrit une pièce de théâtre là-dessus, qui est Chatterton, en prenant comme référence le poète anglais Chatterton, qui s'est suicidé à la fin du XVIIIe siècle, par impossibilité de vivre dans la société anglaise. Et donc Stello est une autre mouture, si vous voulez, de ce héros Chatterton. Donc, le poète Stello pense qu'il peut s'engager en politique pour essayer de se libérer de cette mélancolie obsessionnelle, et le Docteur Noir va le guérir, enfin va entreprendre de le guérir en faisant le tableau de tous les défauts de la politique, et quelle que soit la politique, puisqu'il va distinguer la monarchie absolue, la monarchie parlementaire et la démocratie. Et donc le diagnostic du Docteur Noir va être absolument implacable, et il va prendre 3 exemples de poètes qui ont été tous des victimes soit de la société, soit de la politique. Gilbert, rien à voir avec le Gilbert d'Alexandre Dumas. Gilbert est un poète français de la fin du XVIIIe siècle. Chatterton, le poète anglais, et André Chénier, dont vous savez qu'il a été guillotiné sous la Révolution. Et la prescription, l'ordonnance du médecin, ce sera de faire un départ radical entre poésie et politique. La poésie se fourvoie dans la politique. Les écrivains n'ont rien à faire dans la politique. Ils doivent se consacrer à leur art. Alors c'est très significatif parce que nous sommes en 1832, donc 2 ans après la Révolution de Juillet, c'est-à-dire à un moment de la monarchie de Juillet où pratiquement la totalité du mouvement romantique a compris qu'ils ont été floués par la Révolution de Juillet. Que contrairement à ce qu'ils avaient pensé, espéré, la Révolution de Juillet n'est pas l'achèvement heureux de la Révolution de 1789, mais n'a été qu'un marché de dupes au terme duquel le pouvoir a été confié à Louis-Philippe, à la haute finance, à la banque, à la bourgeoisie d'affaires, etc. Vous avez comme ça 2 moments de rupture qu'on pourrait appeler du milieu des écrivains et des artistes avec l'engagement politico-historique,
c'est après la révolution de juillet 1830, et ça sera après la révolution de juin 1848, laquelle marquera vraiment la fin, sauf pour quelques-uns, de toute tentative de s'engager dans la politique. Alors donc, vous avez une vraie coupure en 1830. C'est par exemple pour ça que Alfred de Musset écrira Lorenzaccio en 1834, dans lequel le héros croit pouvoir sauver la ville de Florence en tuant le duc de Florence, et le régime qui s'installe après l'assassinat du duc de Florence est un régime non même pas simplement identique à ce qu'il y avait, mais encore pire. Et donc Lorenzaccio a tué pour rien. Donc là, c'est le grand drame romantique du dégoût de l'action politique. Donc l'ordonnance, alors la typographie que vous avez, c'est exactement la typographie du texte. C'est pas moi qui ai mis des majuscules, c'est pas moi qui ai mis qui est disposé. Ma seule intervention dans le texte, c'est ce que je vous ai mis en gras. Donc, séparer la vie politique de la vie poétique de la vie politique. Et pour y parvenir, premièrement, etc. Donc, ça se donne comme une ordonnance, véritablement, avec vous prendrez ceci, 3 le matin, 2 le soir. Et donc, le poète doit rendre à César ce qui est à César. Donc évidemment, clin d'œil au discours de Jésus, rendez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et qui va prôner la solitude comme la seule source de l'inspiration. Donc le poète doit être seul. Il doit être un individu singulier dont toute l'énergie doit se concentrer sur l'écriture de l'œuvre. La solitude est une sainteté. Et la République des lettres est la seule république qui vaille parce qu'elle est composée de citoyens vraiment libres, formés de penseurs isolés, séparés et souvent inconnus les uns aux autres. Les poètes et les artistes, donc là c'est le paragraphe essentiel, les majuscules sont de Vigny. Les poètes et les artistes ont seuls parmi tous les hommes le bonheur de pouvoir accomplir leur mission dans la solitude, qu'ils jouissent de ce bonheur de ne pas être confondus dans une société qui se presse autour de la moindre célébrité, se l'approprie, l'enserre, l'englobe, l'étreint et lui dit « nous ». Donc refus radical de la collectivité. C'est exactement ce que dira Flaubert 20 ans après. Il n'existe que 2 catégories dans la population, les artistes, avec un A majuscule, dans lequel il englobe les écrivains, ceux qui cultivent un art, et les bourgeois, avec un B majuscule, c'est tout le reste. Et ajoute Flaubert, j'appelle bourgeois ceux qui pensent bassement. Et vous voyez que Flaubert est l'héritier de cette position de Vigny, qu'on pourrait appeler une position de l'aristocratie de l'écriture. Les nouveaux aristocrates, ceux qui doivent regarder la société de loin et de haut, ce sont les poètes et les artistes. Donc, la mission du poète, la mission de l'artiste, ce ne peut s'effectuer que dans la solitude et dans la liberté. Donc, toutes les forces de la volonté doivent aider à détourner sa vue des entreprises trop faciles de la vie active. Ce n'est que dans le retrait, dans la retraite, au sens de retraite quasi monacale, que l'écrivain trouve la liberté d'écrire. Et vous voyez comment là, contrairement à ce qu'avait dit le romantisme à la fin des années 1820, comme disait Victor Hugo, nous sommes les mages, les prophètes, c'est nous l'avant-garde, c'est nous qui devons dire à la société là où elle doit aller. Là, c'est exactement le contraire. Le poète a une malédiction sur sa vie et une bénédiction sur son nom. Le poète, apôtre de la vérité toujours jeune, cause un éternel ombrage à l'homme du pouvoir, apôtre d'une vieille fiction, parce que l'un a l'inspiration, l'autre seulement l'attention ou l'aptitude d'esprit, parce que le poète laissera une œuvre où sera écrit le jugement des actions publiques et de leurs acteurs, parce qu'au moment même où ces acteurs disparaissent pour toujours à la mort, l'auteur commence une longue vie.
suivez votre vocation. Votre royaume n'est pas de ce monde, citation directe de l'Évangile, hein, sur lequel vos yeux sont ouverts, mais de celui qui sera quand vos yeux seront fermés. L'espérance est la plus grande de nos folies. Et vous entendrez encore ceci sur les hirondelles. Voyez ce que font les hirondelles, oiseaux de passage aussi bien que nous. Elles disent aux hommes, protégez-nous, mais ne nous touchez pas. Nos limes étant guérés, a dit le Christ. Voilà la prescription du docteur Noir. Donc, ce n'est que dans l'analyse solitaire que le poète ou l'artiste font à la fois de leur vocation, de leur travail, mais aussi de tout ce qui les environne et qu'ils rejettent, ce n'est que par l'analyse que se réalise véritablement la liberté et la distance qu'il faut ménager à l'égard du reste du monde. Je vous le dis, ce n'est que dans l'analyse que les esprits justes, les seuls dignes d'estime ont puisé et puiseront jamais les idées durables, les idées qui frappent par le sentiment de bien-être que donne la rare et pure présence du vrai. L'analyse est la destinée de l'éternelle ignorance, l'âme humaine. C'est une sonde jetée profondément dans l'océan. Elle épouvante et désespère le faible, mais elle rassure et conduit le fort qui la tient fermement en main. Liberté et vérité. Voilà le programme du docteur Noir. Donc guérissez-vous de toute illusion de participation à la vie publique. Ce n'est pas là la place du poète, ce n'est pas là la place de l'artiste. Vous vous devez à vous-même de rester dans la pureté de votre isolement, de votre solitude. Alors vous voyez ici comment Vigny détourne ce qui est une prescription médicale en une sorte de programme de vie, de régime proposé à celui qui veut écrire ou qui veut créer. Vous trouverez très très peu de positions aussi radicales à l'époque romantique. Alors après ces auteurs particulièrement notables, de premier rang dans le romantisme, je vous en ai choisi encore deux autres, dont je ne vous ferai pas le reproche de ne pas avoir lu les œuvres. Le premier, c'est Frédéric Soulier. Alors, Frédéric Soulier a été considéré de son temps comme étant un des auteurs majeurs de la littérature française. C'est un des très grands auteurs du roman feuilleton. Fait que les premiers romans feuilletons, mon premier roman feuilleton, c'est La vieille fille de Balzac en 1836, mais la grande époque de production du feuilleton, c'est le début des années 1840, avec Les Mystères de Paris, 1842-1843, et Frédéric Soulier sera mis sur le rang d'Alexandre Dumas et de quelques autres. Il est globalement oublié aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Mais il est l'auteur d'un roman feuilleton extraordinaire qui s'appelle Les Mémoires du diable, qui a eu un succès retentissant et qui a même joué un rôle dans un fait divers célèbre, qui est l'affaire Lafarge. Donc une certaine Madame Lafarge avait trucidé son mari et sa belle-mère, peut-être aussi son beau-père.